Récemment, l'armée ukrainienne a fait une révélation inattendue. Le 27 août 2024, la nation a déclaré avoir réussi le tir d'essai de son premier missile balistique, fabriqué et construit dans le pays. Cette révélation revêt à mon avis une certaine importance, car elle est intervenue au moment même où le président ukrainien laissait entendre que sa nation pourrait envisager de construire une arme nucléaire s'il n'obtenait pas de garantie de sécurité de l'OTAN contre une future invasion. Prenez un moment pour comprendre mon raisonnement qui consiste à dire que je pense que ce missile balistique fabriqué dans le pays pourrait être capable de porter et de livrer une ogive nucléaire tactique. L'Ukraine n'en disposait pas jusqu'à présent. En réaction à ce développement, le président russe Vladimir Poutine a déclaré « La Russie ne permettra pas cela quoi qu'il arrive ». Comme vous vous en souviendrez, dans les années 1990, lorsque l'Ukraine s'est débarrassée de ses armes nucléaires de l'époque soviétique, elle a remis tous ses vecteurs, y compris ses bombardiers stratégiques. Le développement d'une arme nucléaire ne suffit pas si l'on veut un jour viser les étoiles et atteindre cette dissuasion nucléaire. Pour ne pas se brûler soi-même, il faut également un système capable de supporter le poids et de projeter l'objet suffisamment loin. En outre, Zelensky a précisé que si son pays ne travaille pas actuellement au développement d'armes nucléaires, il ne l'exclut pas pour l'instant. Je tiens à dire que je considère toutes ces informations comme pertinentes. Lorsque nous examinerons de plus près le prétendu nouveau missile balistique de l'Ukraine, nous devrons garder cela à l'esprit. Comment ont-ils réussi à produire ce missile pendant une attaque à grande échelle contre eux est la première des nombreuses questions qui viennent immédiatement à l'esprit. Combien peuvent-ils en produire à Kiev? Vont-ils viser des cibles russes avec leurs missiles balistiques? Et si oui, quel impact cela peut-il avoir sur le tableau général de la guerre? Je ne suis qu'un fantassin typique, Chris Capi. Voyons voir. Tout d'abord, je voudrais brièvement souligner que la seule source d'information primaire que j'ai pu trouver sur cette arme était une source ukrainienne. Les possibilités de vérifier de manière indépendante les informations sur un projet d'armement secret sont limitées, même si la communauté du renseignement open source examine minutieusement chaque détail du nouveau missile balistique. En d'autres termes, je tiens à vous avertir que les déclarations faites ici proviennent d'officiels ukrainiens et peuvent être exagérées, mal traduites ou délibérément trompeuses afin de confondre les planificateurs de missions de leurs ennemis. Ils devraient être prudents lorsqu'il s'agit de compétences spécifiques. Néanmoins, nous savons que l'Ukraine travaille depuis un certain temps au développement de son propre système de missiles balistiques. Ils ont commencé à travailler dès 1996 sur un projet dont le nom de code est Borisfin afin de remplacer leur missile balistique Tochka-U fabriqué en Union soviétique. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine a hérité de plus de 500 missiles. Tochka, outre les avantages économiques liés à la création de sa propre industrie de défense, l'Ukraine avait besoin d'un système plus récent qui augmenterait la portée maximale des missiles de 120 km. En nous basant sur les capacités du système précédent, nous pouvons estimer ce que le nouveau système peut faire et combler certaines lacunes. Comme le missile russe Iskander, le Tochka-U fonctionnait de manière similaire avec 420 kg ou 930 livres. L'ogive primaire hautement explosive du missile était assez massive, mais la précision était le problème. En raison de l'imprécision circulaire du Tochka-U qui fait qu'il est susceptible de tomber à moins de 95 mètres de la cible, plus précisément, cela signifie que dans 50% des cas, on touche à cet endroit. Ce ne serait peut-être pas si grave si l'on tirait sur une grande base, mais nous avons désormais besoin de plus de précision. Cela donne une indication de ce que le nouveau système pourrait améliorer. À titre de comparaison, l'imprécision des missiles HIMARS est probablement d'environ 10 mètres. Que sait-on donc de ce nouveau système? Comment s'est-il développé en termes d'intrigue politique? Le Pivdenia Design Bureau de Dnipro a commencé à travailler sur le Borisfin qui devait avoir une portée comprise entre 100 et 500 km. Le travail sur le projet a été retardé par des problèmes financiers persistants et le manque de demande pour une arme aussi sophistiquée jusqu'à ce qu'il soit abandonné en 2003 par le premier ministre de l'époque, Viktor Yanukovych. Le concept de missile balistique a été relancé en 2006 par le président nouvellement élu Yushchenko 3 ans plus tard seulement, mais avec une nouvelle portée plus contemporaine, le nouveau nom Sapsin et le mot ukrainien pour faucon pèlerin. Le nouveau concept devait être un missile polyvalent et adaptable, capable d'attaquer des cibles jusqu'à 500 km de distance sur terre, dans les airs ou en mer. C'était plus compliqué qu'il n'y paraît, ayant travaillé sur 12 des 20 missiles intercontinentaux utilisés par l'Union soviétique pendant la guerre froide. Le Pivdenia Design Bureau disposait d'un solide héritage en matière de missiles. Le projet Sapsin devait impliquer 60 entreprises ukrainiennes différentes disposant de l'expérience nécessaire qui devaient tout fabriquer en Ukraine, y compris l'électronique de radar et de guidage ainsi que les moteurs de fusée pour le lanceur.
Cependant, malgré le budget initial du projet de 400 millions de dollars, le pays en difficulté financière ne pouvait se permettre d'investir que 25 à 40 millions de dollars et la construction de Sapsin s'est arrêtée pour les 7 années suivantes. Le projet a néanmoins été poursuivi en reprenant plusieurs caractéristiques de conception du missile balistique russe Iskander et un prototype a été achevé en 2011. N'oubliez pas que l'US Army Tradoc affirme que l'Iskander est capable de tirer des armes nucléaires. À titre de comparaison, l'Iskander a une déviation circulaire qui atteindra probablement votre cible à moins de 30 à 70 mètres. Selon certaines autres sources, il existe toutefois des variantes de missiles capables de frapper à moins de 5 mètres. Toutefois, le coût de la production effective du missile en grande quantité aurait largement dépassé les ressources financières de l'Ukraine à l'époque, d'autant plus que le pays se remettait encore de la crise financière mondiale de 2008. Le HERM, une version exportée du Sapsin, a été conçu pour relancer le projet et attirer les investissements internationaux afin de soutenir le secteur de la défense de l'Ukraine. Avec une portée de 280 km, conforme à la Convention internationale d'armement du MTCR devenue obsolète, le HERM-2 également appelé Gerom dans la littérature marketing, disposait des mêmes capacités générales que le Sapsin, le HERM-2 bien moins cher que l'Iskander russe pour des performances et des fonctionnalités comparables, a suscité une grande satisfaction en Arabie Saoudite. Ces articles se vendent comme des petits pains, les missiles ukrainiens sont aujourd'hui en vente. Mais pourquoi construire un missile balistique? Quelles fonctions potentielles ce nouveau système pourrait-il offrir? Et quel sera son impact sur le champ de bataille à l'avenir? Voici Diego Acituno, l'un de nos boursiers et ancien tireur d'élite des gardes-côtes, qui nous apporte un éclairage supplémentaire. Depuis le début du conflit, l'Ukraine a utilisé avec succès des drones et des missiles de croisière de fabrication locale et internationale. Ces autres armes à longue portée ne possèdent toutefois pas certaines caractéristiques essentielles que l'on retrouve dans un véritable missile balistique. La première est qu'ils descendent de très haut, essentiellement de l'espace, et se déplacent à une vitesse absurdement élevée, supérieure à Mach 7 ou 5300 miles par heure. Les missiles balistiques, lorsqu'ils sont combinés à une faible manœuvrabilité, sont beaucoup plus difficiles à abattre que d'autres missiles qui volent horizontalement à des vitesses subsoniques ou faiblement supersoniques. Il n'est certes pas impossible d'en abattre un, mais cela nécessite un système radar ultra moderne, un réseau de commandement et un missile intercepteur à haute altitude. La Russie a déjà montré quelques problèmes avec ces systèmes, comme le prouve le fait que le système S-400 qu'elle a envoyé en Crimée pour arrêter les missiles d'Atakem est régulièrement touché par ces derniers. Si le Sapsan, ou quel que soit le nom qu'ils veulent donner à cet appareil, atteint la portée souhaitée de 500 km, il est 200 km plus loin que le missile de l'Atakem, mettant ainsi en danger beaucoup plus de dépôts d'approvisionnement, de centres de commandement et de bases aériennes russes. En outre, plus la logistique russe est repoussée loin du front, plus il est difficile d'approvisionner les troupes russes en nourriture, carburant et munitions. De plus, contrairement à d'autres systèmes, Sapsan n'est pas soumis à des restrictions externes quant à son utilisation par l'Ukraine. Un missile balistique à courte portée peut parcourir 500 km en 6 minutes environ. Par conséquent, l'Ukraine n'a pas besoin de demander la permission à Washington avant de se mettre des ogives sur le front si elle voit un groupe de troupes russes se rassembler au-dessus de la frontière. La liberté de l'Ukraine d'utiliser cette arme quand elle le juge bon pourrait modifier considérablement le comportement de la Russie au niveau tactique et stratégique, même si elle ne construit qu'un petit nombre de ces missiles par mois. C'est une quantité très limitée. En outre, l'état actuel des commandes n'est pas connu du public. Le propre projet de missiles balistiques de l'Ukraine s'est toutefois heurté à des difficultés supplémentaires. Le financement du projet Sapsan a été stoppé en 2013 par le ministre ukrainien de la Défense de l'époque, Pavlo Lebedev, prétendument en raison de ses mauvaises capacités. Il pourrait toutefois s'agir d'un acte de sabotage russe. En pratique, Lebedev se trouvait en Crimée peu après son renvoi du ministère de la Défense et peu avant l'annexion de la région par la Russie en 2014. Il avait la double nationalité de la Fédération de Russie. Il a effectivement rencontré Poutine au Kremlin le jour de l'annexion et est actuellement président de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, la branche criméenne de la Russie. Oleksandr Sayenko, le ministre ukrainien, estime que ce n'est pas un hasard si Lebedev a stoppé le développement du missile Sapsan juste avant l'invasion de la Crimée par la Russie. La Russie a tenté par tous les moyens de contrecarrer nos progrès alors qu'elle se préparait à la guerre avec l'Ukraine. Le peu d'argent qui restait pour le projet Sapsan a été fortement affecté par l'invasion de la Crimée et la poursuite du conflit dans le Donbass, qu'il s'agisse ou non d'un sabotage. En raison de nouvelles préoccupations plus pressantes, l'industrie de la défense de l'Ukraine a fait tous les efforts possibles pour préserver son intégrité territoriale. Un missile opérationnel d'une portée de 500 km était encore loin, mais le bureau d'études a pu modifier certaines des méthodes qu'il avait apprises lors de la production du missile
missile URM-2 pour l'Arabie Saoudite. En 2021, Hirol Kral, le directeur du complexe industriel de défense de l'Ukraine occidentale, estimait que le programme Sapsan n'était achevé qu'à 70%. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022 a encore retardé le lancement du projet l'année suivante. À ce moment-là, rien ne laissait présager l'évolution de la bataille pour Kiev et tout le monde était occupé à repousser la première offensive. Maintenir les chars russes le plus loin possible de la ville était une priorité par rapport aux initiatives de recherche et de développement à long terme comme les missiles Sapsan URM-2. La limitation aux missiles Tashkatu soviétiques obsolètes, reconnus comme un danger potentiel dans les années 1990, est désormais devenue un véritable cauchemar. Non seulement les Tashka étaient obsolètes, mais certains d'entre eux étaient si vieux que leur carburant pour fusée était devenu inutilisable. Au début de l'invasion en 2022, l'Ukraine ne disposait plus que de 90 des 500 missiles en état de fonctionner réellement. Seules les missions les plus critiques pouvaient utiliser le stock limité de l'armée ukrainienne et même dans ce cas, l'Iskandirem de 500 km de long, dont l'armée russe recommandait vivement l'achat, dépassait de loin sa modeste portée de 120 km. Certains Ukrainiens affirment que si le Sapsan avait été développé et déployé à temps, la Russie n'aurait peut-être même pas envahi l'Ukraine en raison du manque cruel d'armes à longue portée indigène. Il est regrettable que nous n'y ayons pas pensé plus tôt. Nous doutons que la Russie aurait osé conquérir la Crimée ou d'autres territoires si l'Ukraine avait disposé d'un nombre considérable de systèmes de missiles tactiques URM de Sapsan prêts à l'emploi. Dernière citation de Yuri Inat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. La guerre est passée à la phase plus stable que nous connaissons aujourd'hui, dans laquelle les deux parties ont réalisé des gains considérables à un prix énorme à mesure que l'attaque majeure progressait et que l'Ukraine parvenait à tenir la position. Pendant un certain temps, l'artillerie était in et la guerre de mouvement haute, même si c'est un peu simpliste, c'est un fait que la Russie a une longueur d'avance dans un conflit basé sur l'attrition. Elle peut attaquer n'importe quel secteur avec du personnel, de l'équipement, de l'artillerie et des munitions supplémentaires jusqu'à ce que les troupes ukrainiennes soient contraintes de se retirer en raison de leur simple supériorité numérique. Les livraisons d'armes et de munitions en provenance de l'Ouest ont été un avantage, notamment les munitions Atakem et la plateforme de lancement HIMARS, qui ont le potentiel de frapper les dépôts de ravitaillement et les aérodromes russes. Les Atakem ont une portée de 165 km. Les versions plus récentes peuvent atteindre 300 km. Ces armes sont arrivées en quantités infimes et sous conditions, mais ont été livrées en secret à l'Ukraine en mars 2024. L'Ukraine a dû attendre l'autorisation des États-Unis avant de pouvoir tirer quoi que ce soit qui puisse être visé par ces armes ou par d'autres armes occidentales à longue portée. Les cibles situées à plus de 100 km du front sont extrêmement difficiles à atteindre pour l'Ukraine. En maintenant des dépôts d'approvisionnement considérables à une distance sûre et en rassemblant des soldats ou en lançant ses propres missiles à longue portée à l'intérieur de ses frontières, là où elle ne devait pas s'attendre à des représailles, la Russie a exploité cette lacune en termes de capacité. Il semble toutefois que l'Ukraine ait secrètement fait avancer son propre programme de missiles balistiques en arrière-plan. Même si les programmes Sapsan et Aram 2 étaient toujours en cours, le programme continuait à progresser lentement, selon plusieurs interviews menées au fil des ans avec des dirigeants militaires ukrainiens et des spécialistes de l'industrie de la défense. Une interview d'Ihor Kroll en juin 2023 a douché les espoirs de voir le missile presque terminé, estimant qu'il n'était qu'à 70% sur la voie d'un prototype fonctionnel et n'avait pas encore atteint le point de production en série. Depuis que le missile Aram 2 serait entré en production pour l'Arabie Saoudite en 2016, des rapports contradictoires ont été publiés sur l'état d'avancement du projet. Il est possible que ces premiers rapports aient surestimé les progrès réalisés ou que le projet ait été stoppé lorsqu'il est devenu évident que la Russie allait envahir le pays. Le missile non identifié de la déclaration du 27 août est-il donc le missile Sapsan qui a finalement été rendu public? Le nouveau missile est le résultat du projet Sapsan, selon la théorie la plus répandue parmi les analystes de défense. Il est possible qu'en 2023, l'Ukraine vienne de faire des progrès ou qu'elle ait réalisé ces derniers mois une percée qu'elle ne voulait pas partager avec le monde. En mai 2023, le leader de la Crimée occupée par la Russie a même affirmé avoir tiré un missile balistique Aram 2, une affirmation qui fait l'objet d'un vif débat même dans les milieux russes et pour laquelle il n'existe guère de preuves. Néanmoins, des analystes occidentaux se sont interrogés sur la possibilité que l'Ukraine ait commencé à tester ses missiles dès août 2022 après des explosions sur des bases aériennes russes et des dépôts de munitions étrangement situés loin derrière les lignes de combat. L'agence de presse militaire ukrainienne Defense Express affirme que les essais sur des cibles russes constituent l'approche la plus judicieuse pour l'Ukraine. Selon la citation, il est difficile de dire si nous disposons désormais d'une portée nous permettant de tester secrètement ce type
de missiles. Il est peu probable que nos alliés occidentaux nous autorisent à tester des missiles balistiques sur leur champ de tir. Il est possible que notre missile balistique ait été testé dans des situations de guerre réelles et non dans un stand de tir. Il se peut que les tests aient été effectués immédiatement sur les envahisseurs. Terminez votre citation, la Russie aurait pu proposer son aide d'une autre manière, aussi absurde que cela puisse paraître. Les missiles et les drones russes de toutes sortes auraient pu fournir aux experts ukrainiens au fil des années les 10% de connaissances supplémentaires dont ils avaient besoin pour finaliser leur conception. La Russie a tiré plus de 700-400 missiles sur l'Ukraine d'ici fin 2023, laissant une grande quantité de débris ou d'ogives non opérationnelles dans la région. En fin de compte, on trouve suffisamment de pièces en état acceptable pour reconstituer le design original, même si la plupart sont des ruines calcinées. Il était facile de comprendre comment le programme de missiles de longue date de l'Ukraine, combiné à une certaine coopération avec les nations occidentales, aurait pu servir d'inspiration surprenante. Je tiens à souligner une fois de plus que l'Ukraine ne peut pas produire un système d'armes magique qui changerait la direction du conflit. Il sera toutefois intéressant d'observer comment l'Ukraine utilisera cette nouvelle capacité. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion à ce sujet dans l'espace réservé aux commentaires ci-dessous.